Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'espère que vous êtes bien installés. Moi, de mon côté, j'ai mon petit mug pour démarrer un nouveau sujet en votre compagnie. Donc, la thématique aujourd'hui est comment gérer les imprévus dans le secteur hôtelier. Donc, vous l'avez vu, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année précédente et cette année, il y a eu quelques imprévus, dont notamment un gros imprévu, n'est-ce pas? Et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Yves Logier, qui va justement se présenter et nous expliquer son parcours. Yves, je vous laisse la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir. Avec plaisir. Je me nomme donc Yves Logier. Je suis professionnel de l'hôtellerie. J'ai un parcours qui est un petit peu atypique dans la mesure où j'ai eu plusieurs fonctions durant ma carrière. J'ai été professionnel pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. J'ai travaillé en France et à l'étranger dans tous les types d'établissements, c'est-à-dire du petit établissement au Palace. Vers 30 ans, je suis rentré dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, j'ai été professeur certifié à l'école hôtelière de Thonon. D'accord. Et j'enseignais au BTS et aux licences professionnelles. Parallèlement à cela, j'avais gardé une activité de conseil en hôtellerie et j'ai mené les deux carrières de front. C'était intéressant. J'étais sur c'est le cas de le dire, j'étais sur le front de l'hôtellerie et j'apportais une matière à mes étudiants très fraîche, renouvelée sans cesse. Donc c'était très intéressant. Et puis maintenant, donc j'ai ProRecord est aussi organisme de formation certifié Calliope. D'accord. Nous faisons des formations donc dans toute la France et c'est une activité que je conserve, que je vis tous les jours, qui est très intéressante. Et depuis une douzaine d'années, je suis élu juge consulaire au tribunal de commerce. D'accord. Et j'occupe la fonction de président d'une chambre de procédure collective. C'est bien parce que ça me permet d'être près des artisans, des commerçants qui se retrouvent au tribunal, parfois, malheureusement. Et au moins, on peut les supporter et on peut les comprendre, puisque je suis moi-même commerçant et artisan, quoi, si vous voulez. D'accord. Voilà, donc c'est très intéressant et ça me permet d'être heureux. C'est important. Non, mais c'est vrai que c'est important aussi parce que quand on voit, justement des situations comme il a pu se passer, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir avec nous, pour le coup, Yves, c'est pour donner justement des petits conseils parce que parfois on est perdu, on ne sait pas forcément comment réagir par rapport à ces imprévus et votre aide va être précieuse puisque c'est grâce à celle-ci qu'on va pouvoir donner justement déjà une petite base de conseils juridiques. C'est parti pour le début de cette émission. Donc au sommaire, Good Morning Amenities, qu'est-ce que c'est? Vous le savez tous, c'est votre émission préférée qui a lieu le mardi à 14h, donc spécialisée pour tous les acteurs du milieu de l'hôtellerie et de l'hébergement. Et donc, nous avons régulièrement des invités qui nous éclairent de leur lumière. Donc, aujourd'hui, on va discuter comment se préparer au mieux aux événements inattendus. Ensuite, on va essayer de réfléchir à justement comment faire face aux problèmes et à ces imprévus. Et Yves va nous apporter énormément de précisions très utiles sur l'anticipation et la gestion des difficultés financières en justice. Donc voilà, sujet important. Et on terminera par une note plus légère qui est le moment du cadeau, notre moment préféré. Donc c'est parti pour Good Morning Amenities. Donc, le secteur de l'hôtellerie. Donc vous le savez, le secteur de l'hôtellerie, dans son fonctionnement du quotidien, il y a tout un tas de petits imprévus qui font partie de ce métier, comme d'ailleurs dans d'autres domaines. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter puisque ça arrive. Donc c'est des petits imprévus qui peuvent être fréquents, qui peuvent également être des petites choses du quotidien, mais comme une pandémie qui est arrivée. Et en effet, la Covid-19 a quand même extrêmement touché ce secteur.
Donc les imprévus en soi, bon, ça demande une gestion, on va dire, assez rapide, et c'est en cela, je pense que vous me l'accorderez, Yves, que le métier d'hôtellerie n'est pas facile. Il faut, toujours être réactif, c'est-à-dire que l'imprévu peut arriver. La gestion compte énormément. Pourquoi? Parce que votre réputation est en jeu. Donc votre réaction peut ou empirer la situation, ou au final, l'inverser. Si vous gérez bien une situation de crise, c'est quelque chose qui peut finalement montrer vos qualités de chef d'établissement, chef de réception ou gestionnaire d'hôtel à votre clientèle. Il y a toujours un risque de clients mécontents, d'avis négatifs, et pourquoi pas de ne pas fidéliser ces clients-là. Et évidemment, après, pire, des risques de faillite, rupture de contrat de fournisseurs, problèmes juridiques, etc. Oui, vous l'avez dit, c'est instantané. Le métier d'hôtelier, c'est des hommes qui travaillent avec des hommes pour d'autres hommes. Et donc, tout est en direct. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de paravent. On est en direct. Donc, tous les imprévus nous sautent aux yeux et sont difficilement, évacuables. On est obligé de les gérer au plus vite et bien, la meilleure des façons. C'est notre image de marque qui va être là. Donc l'essentiel, c'est toujours être serein, et c'est l'expérience qui va permettre bien gérer les problèmes, l'expérience et la formation du personnel aussi. Dans une entreprise, si le personnel a été bien formé, il n'y a pas de problème en général. C'est tout à fait vrai, puisque en fait, comme vous venez de le dire, c'est un métier humain, 100% humain quand même. L'hôtellerie, ça passe par le personnel. C'est vrai que cet aspect imprévu, si votre personnel est bien formé pour justement savoir identifier le problème et être en capacité de le résoudre rapidement. Nous, ce qu'on conseille toujours, il y a des événements qui sont prévisibles, donc toujours essayer de préparer par anticipation des réponses pour que votre personnel soit prêt en toute situation et en toute circonstance à répondre aux voyageurs, parce qu'on est face à quelqu'un derrière une réception, c'est compliqué si on n'a pas un petit peu tous les cas de figure en tête. Donc ça passe par la formation. Après, il y a les événements, on va dire, un peu inédits, où il faut préparer ses équipes aussi à improviser, se dire, au final, même si vous n'avez pas la réponse, essayez de leur donner des petites astuces. Et après, ne pas hésiter à faire des partages d'expériences et des mises en situation pour vraiment, en tout cas, que votre personnel soit toujours un petit peu au taquet, quelle que soit la situation à laquelle il est confronté. Après, bien évidemment, il est important d'apprendre de ses erreurs pour s'améliorer. Comme disait donc Albert Einstein, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc, toujours, faire un état des lieux qu'on appelle post-mortem, c'est-à-dire que il s'est passé ça, l'incident a été imprévu, il n'a pas été géré, etc. Comment faire? Il faut vraiment à chaque fois analyser ce qui n'a pas fonctionné et se demander pourquoi. Utiliser justement cette expérience pour ne pas reproduire les erreurs et essayer de regarder, ce qui s'est pas passé, comment pourrait-on faire la prochaine fois, tout en conservant ce qui a bien marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est de partager son expérience avec d'autres hôteliers comme vous. Parfois, les situations, je pense que Yves, vous me l'accorderez, les situations sont toujours qui vous arrivent à vous, ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. C'est-à-dire que dans l'hôtellerie, moi je parle à des propriétaires toute la journée et c'est vrai qu'ils pourraient écrire un bouquin, je le dis souvent, parce que des péripéties, il y en a à raconter. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer sur j'ai mal géré cette erreur, peut-être que un collègue ou quelqu'un du même milieu pourrait m'aider sur ce sujet-là. Oui, parce que un raté, c'est immédiat. Oui. Et tout de suite, il faut réagir. Donc, il faut apprendre aux gens à réagir et puis à être en osmose avec le client. C'est cette osmose qui va faire qu'il y aura une bonne entente ou ça ira au clash, quoi. Exactement. Et après, bien évidemment, il y a une notion, toujours maîtriser son inventaire, ses fournisseurs. Certains services sont limités en nombre, d'autres ont une date limite de consommation. Donc, c'est à vous d'avoir une bonne gestion de votre inventaire, en fait, au quotidien. Donc, ça passe par des choses toutes bêtes. Éviter les ruptures de stock pour toujours être en mesure de satisfaire vos clients. Quantifier la marchandise pour prévoir des stocks suffisants. Éviter les dépenses inutiles et les gaspillages, etc. Et évidemment, par rapport à vos fournisseurs, soyez vigilants, vérifiez que vous avez
des fournisseurs fiables parce que ça va impacter les voyageurs que vous recevez. Je vais insister là-dessus parce oui, bien sûr. Je vais donner une petite notion justement d'une mauvaise maîtrise de ces inventaires. On parle d'inventaire, mais ça peut être la gestion des chambres, la gestion bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a le management, il y a tout ça. Et ça peut être aussi en restauration, la nourriture. Je vais prendre un petit exemple tout bête. C'est ce que je fais avec tous les hôteliers. Je leur donne des petits logiciels pour qu'ils puissent gérer au plus près leur coût matière, par exemple. Prenons le cas d'un coût matière. Vous faites un chiffre d'affaires de 200 000 euros dans l'année. On a prévu dans les fiches techniques 30% de ratio. Ça veut dire qu'on va avoir 60 000 euros de coût de nourriture. Si on se plante, ou si on ne fait pas bien attention, ou si on ne suit pas tous les jours, ou si on n'est pas prévenant, et ça c'est très très facile de déraper, on va se retrouver avec 35% de ratio. 35% de ratio sur 200 000 euros, ça veut dire 10 000 euros de plus. On arrive à 70 000 euros de dépenses. 10 000 euros c'est une perte sèche, puisque c'est effectivement avant impôt, mais c'est une perte sèche. C'est-à-dire que si vous les perdez pas ici, vous les mettez dans votre poche. C'est vrai. Et on les met dans l'investissement de l'hôtel, on les met, mais peu importe, on a perdu 10 000 euros, c'est en faisant uniquement attention tous les jours, en faisant pas attention tous les jours. Voilà. Voilà c'est une gestion du quotidien. Un petit exemple concret, mais pour les chambres, c'est la même chose. Hein. On retrouve, si on réserve pas bien, si on réserve mal, si on réserve pas les chambres correctement, mais on a amenities. C'est vrai. C'est vrai, Yves, que pour la gestion, non, en effet, l'automatisation a du bon parce que ça évite justement des erreurs. Ça, c'est vrai. Et bon, bah justement, parfait pont. Vous êtes très fort, Yves, décidément. Il est important aussi, bien dans la gestion du quotidien, parce que la notion d'imprévu, on en discutait l'autre jour avec un hôtelier qui me disait, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. À l'époque, il n'y avait pas de channel manager, les PMS n'étaient pas ce qu'ils étaient, et c'est vrai que, c'est insupportable ce côté être sur le qui-vive quand il y a une réservation d'un côté, pourquoi pas de l'autre. Donc en effet, les imprévus, il y en a suffisamment que vous ne pouvez pas contrôler pour au moins prendre les bons outils pour se dire je n'accepte plus d'avoir de surbooking. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le surbooking? Vous le savez, c'est quand il y a plusieurs réservations simultanées entre votre site internet ou entre Booking, Expedia ou n'importe quel OTA. Ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que ça crée des situations frustrantes pour vous, pour le voyageur, finalement, qui quand même débarque à l'hôtel, ou alors que vous devez rappeler parce que, il y a un surbooking. Et donc, la technologie Amenities, qui a le Channel Manager et le PMS, vous permet une mise à jour constante pour justement, qu'il n'y ait pas de problème de surbooking. Donc déjà, ça vous enlève un petit problème de votre esprit. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Oui, parce qu'il y a le surbooking qui est sauvage, c'est-à-dire celui que on ne maîtrise pas, parce qu'on fait des erreurs ou des choses comme ça. Et puis il y a le surbooking qui est géré parce que il faut aussi prévoir les il faut prévoir tout un tas de choses. Donc c'est pour ça que les outils informatiques nous aident énormément. Et là, je reviens sur Amenities parce que moi, il y a très longtemps que je travaille avec des hôteliers où j'aurais tous fait installer avec des clouds. Hein, il y a plusieurs systèmes de logiciels qui sont à distance et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est vrai que ça change un petit peu du crayon papier et puis de la gomme. Ouais. Qui était pratique, mais qui a une limite. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je suis complètement convaincu pour le surbooking. Et après, bien sûr, il y a la notion de site internet pour rester dans l'aspect digital. Hyper important. Pareil, un site internet à jour. Aujourd'hui, vous savez, 80% des réservations se font en ligne. Hein. Les voyageurs recherchent et réservent donc à hauteur de 80% directement. Et donc, c'est indispensable de pouvoir toucher cette clientèle. Donc, ne surtout pas avoir un site obsolète pour éviter d'une déception. Donc ça, c'est la notion imprévue que vous pourriez contrôler.
parfois, eh bien, les sites ne sont pas mis à jour et on crée des grosses déceptions chez le client, d'où l'importance, d'avoir un site que vous pouvez actualiser, faire vivre de manière très pratique. Ensuite, eh bien, il y a la partie annulation. Est-ce que, Yves, vous pouvez peut-être donner des petits conseils sur ce sujet-là? Pendant le Covid, comment gérer les annulations? Ça a été un énorme souci, ça a été un petit peu la panique, puisqu'il y a énormément, eh bien, justement, de voyageurs qui n'ont pas pu venir, avec toutes les restrictions mises en place. Est-ce que vous pouvez donner des conseils sur ce sujet? Comment pour vous, quelle est la meilleure façon de gérer les annulations en général? Comment se comporter avec le voyageur? Ça, c'est très compliqué parce que je pars du principe, si vous voulez, qu'il ne faut pas offrir. Donc, il faut déjà savoir d'où viennent les annulations. Oui. Est-ce que ce sont des annulations qui sont récurrentes? Oui. Est-ce que ce sont des annulations, bon, pour le Covid, c'était un petit peu différent. Particulier. Il faut donc bien maîtriser la source de ces annulations. Est-ce qu'elles sont dues à l'entreprise, au personnel qui a fait des erreurs, ou est-ce que c'est dû à des éléments extérieurs, un avion qui n'arrive pas, un train qui a eu un pépin, donc vous avez des annulations. Alors ces annulations, bon, il est vrai que les channels nous aident beaucoup aussi, enfin dans tous ces systèmes-là, ces systèmes nouveaux nous aident beaucoup, mais une annulation, si vous voulez, lorsqu'on est devant le client, enfin pas devant le client, mais lorsque le client nous appelle, il faut être très tolérant et lui donner l'impression que oui, c'est pas grave. Cependant, il ne faut pas tout lâcher. Donc, admettons, je prends un cas, vous ne pouvez pas venir, vous me dites, écoutez, la veille, vous deviez venir avec 3-4 copines, vous me dites, écoutez, les 3 chambres, là, vous les annulez. Bon, ben, je vais vous dire, je vais peut-être pas vous dire aussi, pour une chambre d'une nuit, c'est pas trop grave, mais pour une chambre, pour une semaine, je vais vous dire, bah écoutez, c'est pas grave, je vais me débrouiller parce que je vais trouver d'autres clients tout de suite, mais c'est pas grave, je vais vous faire un avoir pour les vacances de Pâques ou pour voilà. Donc je vous fais un avoir. Et toujours donner quelque chose sans pas plus que ce que vous avez repris. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que les gens aient l'impression d'être gagnants. Il faut être gagnant-gagnant. Voilà, c'est gagnant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Yves, pour le coup, parce que c'est vrai que il faut avoir ce côté où on doit faire preuve d'empathie, à l'égard des clients quand même. C'est-à-dire qu'on est dans l'hôtellerie, il y a un aspect humain une fois de plus. Donc le côté, non, c'est comme ça, sans chercher à comprendre, n'est pas intelligent. Je vous rejoins parfaitement sur la notion d'avoir. C'était la meilleure option. Moi, j'ai ma famille également qui est dans l'hôtellerie, qui a fait ça, c'est-à-dire que rembourser, c'est un peu compliqué quand même. De rembourser. Un avoir, à la limite, ça montre le côté compréhension, tout en n'étant pas en perte, et on peut s'adapter par rapport à son planning. Il faut pas oublier, excusez-moi, il faut pas oublier que l'hôtelier n'est pas un philanthrope. Non, c'est clair. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Parce que parfois, les clients, et vous le savez, tous ceux qui nous regardent actuellement, c'est que ont toujours envie, crient un peu. Mais non, à un moment, c'est votre métier, c'est votre business. Et malgré toute la sympathie que vous pouvez avoir, vous avez aussi des obligations et des contraintes financières. Ça, c'est clair. Et après, une petite astuce aussi, c'est avoir une communication, donc ce qu'on appelle proactive, donc c'est-à-dire contacter les futures réservations également. De manière préventive, tout simplement. Ça évite de se retrouver dans l'embarras. Un bon réflexe qu'ont eu certains hôteliers dans ces périodes un petit peu compliquées ont été tout de suite de prendre le taureau par les cornes et de dire, OK, j'appelle mes clients pour savoir comment ça se passe, prendre des nouvelles. Ceux qui ont eu un petit peu de tort dans cette histoire, c'est ceux qui ont un peu fait les morts en se disant, oula, à la limite, si je les appelle pas, ils vont pas annuler. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Je sais pas ce que vous en pensez sur le sujet, mais la communication est toujours très importante. Et après, bien sûr, il y a toute une notion de plainte. Donc ça, on le sait, dans tous les milieux, il y a des plaintes. Donc c'est traiter correctement les plaintes des clients. Une plainte fondée est un retour de client qui permet d'améliorer vos services, toujours l'avoir comme ça. Donc 5 points, prenez votre temps à écouter avec attention ce que le client veut dire. Répétez la plainte pour qu'il comprenne que vous l'avez écouté et compris. Donc dire, voilà, j'ai considéré votre problème, je résume, c'est celui-ci. Montrer que vous êtes de son côté, que vous comprenez son problème et que vous n'êtes pas là pour vous battre ou débattre. Et ensuite, essayer de le résoudre en transmettant à la bonne personne et toujours un suivi. Ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si, pareil, vous avez des petites choses à rajouter sur ce sujet-là. Oui, parce que les plaintes des clients, si vous voulez, il y a une évolution dans les plaintes des clients. Maintenant, vous avez
toutes ces petites personnes qui sont cachées derrière leur ordinateur et qui vous font Ah oui, se plaignent en permanence. Donc il faut être très prudent. Mais l'essentiel, c'est de toujours répondre. bien sûr. Toujours répondre. Et toujours montrer qu'on a vu qu'ils avaient dit des sottises. L'année dernière, j'avais un hôtel qui était fermé. Dans ceux que je gérais, j'avais un hôtel qui était fermé. Ben, j'ai des plaintes du mois d'août. Vous avez été mal reçus. Ils ont été mal reçus, ils ont eu trop chaud, ils ont eu trop de vent. Bref. Ouais, Donc, c'était faux, ça sonnait faux, quoi. Donc, j'aurais quand même expliqué, j'aurais démontré que j'étais fermé. Mais il y a trop de plaintes, effectivement, qui sont. c'est le côté web aussi, hein, où c'est facile de se plaindre sur Internet. Il ne faut pas se cacher, il faut Non. montrer ces plaintes-là et puis dire aux gens, non, c'est comme ça. Moi, enfin, personnellement, j'ai jamais laissé un avis négatif sur Internet, jamais, parce que je pars du principe que je suis assez grande pour aller le dire à la personne, trouver une solution. Et c'est vrai que le côté avis négatif a toujours ce petit aspect comment dire, envie de nuire qui est pas terrible. Donc moi, j'ai jamais été pour ce genre, personnellement, ce genre de pratique. J'ai toujours communiqué avec les gens et après, voilà. Ça va s'estomper dans la mesure où ça va il y a trop de, pas de fraude, mais il y a trop de choses fausses pour que ça s'estompe pas. Parce que les gens, pour l'instant, vont voir les avis des autres clients, mais ça va s'effacer, ça. C'est sûr. Je suis parfaitement d'accord. Demande de surclassement de chambre, donc ça, c'est le parti des choses. Parfois, un exemple concret de on vous demande ça, comment réagir. Un personnel hôtelier compétent doit maîtriser l'art de prononcer un nom, puisque pareil, un surclassement n'est pas un acquis. Donc voilà, ce qu'on conseille, c'est ne pas refuser à un client d'emblée, même si c'est pas possible. Voilà, essayer toujours de dire qu'on considère sa demande. Toujours essayer de je vais vérifier la disponibilité, j'en parle à la responsable pour voir si c'est possible. Et au moins le client verra que vous avez essayé de votre côté, vous avez essayé de trouver une solution. Ce n'est pas possible pour x, y raison. Bien, ça ne n'est pas et c'est comme ça. Et un non n'est pas un problème. Non. Mais un surclassement est un bon choix de résolution de problèmes. Parce que, bien sûr, si vous n'avez pas plus de chambre libre, c'est pas possible. Non. Et vous n'allez pas systématiquement aller dans un autre hôtel. Cependant, si vous avez une chambre qui est, ça efface tout et ça ne change rien, les draps sont les mêmes. Bien sûr. Non, c'est vrai. La lumière est la même. Donc, moi, je pense que ça fidélise. C'est une bonne solution. Et ça fidélise également. On est toujours sensible à ce genre d'attention quand on est client. Là, nous allons rentrer dans le sujet, donc on va dire vraiment le plus important, qui est comment anticiper et gérer les difficultés financières. Donc Yves, je vais vous laisser la parole pour que vous nous expliquiez justement comment gérer justement des rentrées d'argent irrégulières, ce qui a été quand même face à la crise du Covid, ça a été le problème. Par la crise de la Covid-19, ça a été quand même le problème d'énormément d'hébergements. C'est les difficultés de solvabilité. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller sur ce sujet? Donc, effectivement, c'est un imprévu de taille. Une pandémie, c'est pas anodin, puisque tout le monde a relevé les manches dans le monde entier pour régler ces problèmes-là. Et les hôteliers en France ont été bien aidés, comme les entreprises, comme les commerces, tout ça, beaucoup ont été aidés. Ça s'est pas trop mal passé, mais malgré tout, la situation est difficile. On s'est retrouvé avec peut-être pas de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires, des loyers à payer, des charges à payer, même s'il y en a certaines qui ont été estampées, c'était douloureux. Il y avait des échéances, il y avait des prêts à rembourser. Tout ça était, même si, malgré les avantages qu'on a eus, c'était très compliqué. Pour l'instant, moi, je peux en parler, je peux dire de statistiques juridiques, il n'y a pas trop de casse, mais il risque d'en avoir beaucoup. Parce que ceux qui étaient les plus petites entreprises, qui avaient des loyers, vont rencontrer des difficultés maintenant. Donc, pour moi, si vous voulez, qui travaille là-dedans, je pense qu'il y a des solutions et il ne faut surtout pas que les gens s'affolent. Bien sûr. Et il y a une procédure, il y a une marche à suivre pour pas aller contre le mur. Il est nécessaire que tous les
hôteliers qui commencent à sentir quelques frémissements Bien sûr. puissent parler avec leur expert comptable avant de plus pouvoir payer l'expert comptable et que l'expert comptable ne s'occupe plus de vous. Oui, bien sûr. Il n'a pas le droit, mais enfin bon, souvent ça arrive. Et si l'hôtelier maîtrise bien sa trésorerie et voit où il en est, c'est voir comment dire, analyser sa gestion. Il faut qu'il intervienne très très vite et qu'il fasse intervenir très très vite les instances. Et son expert comptable va l'aider, ou commissaire aux comptes, et il y a des solutions pour ne pas se retrouver au tribunal. Enfin, si on se retrouve au tribunal, mais c'est secret. Ouais. Parce qu'il y a une procédure qui est secrète, donc on ne sait pas, c'est pas annoncé sur la voie publique. Si l'expert comptable vous accompagne, vous n'avez plus de problème. Avant d'aller voir l'avocat ou le mandataire qui vont tout de suite vous prendre par la main et puis vous emmener au tribunal. Et là, c'est irréversible après. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient une dette infime, enfin 15 000 euros, puis qui se retrouvaient devant moi. Ils n'avaient aucune raison d'être là. Enfin, moi qui étais juge, je ne peux pas éviter qu'ils soient là. Mais le pauvre homme, il va passer à la trappe. Ouais. Non, mais bien sûr. Même, c'est une mise en garde que je fais, c'est-à-dire que utilisez votre expert comptable, violentez-le un petit peu s'il veut pas vous aider, mais il y a des solutions. Et les solutions, c'est votre banquier vous a accordé un découvert, il ne veut plus vous accorder des découverts. Il vous dit, écoutez, je vais vous faire un prêt, et comme ça, vous serez plus à l'aise. Donc, vous acceptez le prêt, bien sûr, vous avez besoin d'argent. Il va prendre des cautions, et puis quand il a l'argent sur le compte, il se sert lui, donc vous ne lui devez plus rien à lui, mais vous avez des cautions, et vous devez encore de l'argent aux autres, à d'autres fournisseurs, à l'URSSAF, aux impôts, voilà. Donc, et ce qui arrive, c'est que, on vous assigne, puisque les autres ne sont pas payés, mais la banque s'est payée. Puis, il vous reste les cautions, parce que quand tout sera fini, il faudra payer les cautions. Donc, tout ça, il faut vraiment éviter, et ça peut se faire en demandant un mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, on pourra en reparler s'il le faut, mais le mandat ad hoc, c'est un mandat, enfin, c'est une procédure qui est secrète. Personne ne le sait. On saisit le président du tribunal, on présente notre situation avec le comptable, même s'il faut payer un petit peu le comptable, vous gagnez énormément par la suite. Donc, vous payez un petit peu le comptable, mais vous présentez un dossier au président du tribunal qui va vous faire une ordonnance pour mandat ad hoc. Mandat ad hoc, qu'est-ce qu'il fait? On arrête, avant la conciliation, on arrête les comptes, et les dettes, si on discute avec les créanciers, et si les dettes ne sont pas, s'il y a des poursuites, des choses comme ça se bloque, c'est fini. Pendant la période où vous êtes en mandat ad hoc, vous n'avez plus de poursuites. C'est bon à savoir, ça. Elles reviendront après, mais pendant ce temps, ça vous permet de vous redresser, ça vous permet de trouver des solutions. Donc, vous faites ça, vous avez ce mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, vous pouvez aller aussi, avec ce mandat, après, à la conciliation. Demander encore, aller voir le président du tribunal. Un président du tribunal, c'est un homme comme moi, qui est comme vous, qui travaille, qui a une entreprise, parce que un président, pour être au tribunal, il faut avoir une entreprise. Donc, le tribunal, il a aussi une entreprise, donc il sait ce que c'est. Et il va donc vous faire il va faire une ordonnance pour que vous ayez une conciliation. Il va nommer un juge conciliateur, et là, vous allez arriver avec votre comptable devant le juge conciliateur. Si vous voulez, et avec votre banquier, ou avec un fournisseur à qui vous devez de l'argent. Je ne sais pas si je suis assez clair là. C'est très clair, et je pense que ça aide énormément, parce que ces situations, parfois, on ne sait pas par où commencer. Et s'ils écoutent bien et s'ils suivent, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes. Hein. Non, mais ça aide parce que ça donne un cadre. Alors, il faut qu'ils le fassent très très vite. Dès qu'ils sentent un frémissement, il faut qu'ils interviennent. Donc, on est en conciliation devant le juge, comme moi, un juge comme moi, qui est conciliateur, devant son comptable, devant son banquier, et on discute.
On dit voilà, on ne peut pas payer ceci, cela. Très bien. Et le juge va. Déjà, le banquier parle devant le juge. C'est pas pareil. C'est pas dans son bureau où il a un beau bureau, un beau fauteuil en cuir. Je suis pas gentil avec les banquiers, mais il est devant le juge. C'est pas gentil non plus, hein. Il est sur une petite chaise comme moi dans le bureau. Donc ça résout certains aspects psychologiques. Eh bien, on va décider de quelque chose. Très souvent, je peux vous dire, à 80%, ça marche. Le banquier va accepter parce que c'est le juge qui le pousse à accepter. Parce que parfois, il a même fait des sottises avant. Et s'il a fait une sottise, il sait que le juge voit la sottise qui a été faite. Parce que les banquiers n'avertissent pas assez vite ou n'avertissent pas ou bien font signer des cautions qui ne devraient pas être signées. Vous voyez, voilà, donc c'est important. Alors, vous avez ce mandat ad hoc qui a été signé. Donc, c'est couvert par le tribunal. C'est-à-dire, quand vous touchez 1000 euros à la banque, le banquier ne se sert pas tout de suite. Il ne peut pas. Parce qu'on est obligé de payer tout le monde. Vous comprenez? Oui, donc, d'accord. Oui, donc en effet, c'est dire que l'hôtelier, son problème, si vous, quand il va toucher 1000 euros, il les met à la banque, quand on lui prend. Il ne peut pas racheter de la viande derrière. Oui, non. Voilà. Donc, surtout, déjà, la conciliation et le mandat ad hoc. Okay. Après cela, vous allez avoir le plan de sauvegarde. Alors, le plan de sauvegarde, c'est déjà pas pareil. Bon, c'est public. Ça ne devrait pas être public. Mais enfin, ça, c'est moi qui dis ça. Mais c'est dommage que ce soit public. Mais le plan de sauvegarde, si vous voulez, c'est un peu la même chose que le mandat ad hoc. On fait un plan et on dit on va pouvoir payer en 6 ans, en 8 ans. Il y a 10 ans le maximum. Donc, vous êtes en difficulté, mais c'est le tribunal qui va, avec l'accord des créanciers, qui va allonger cette durée de remboursement, cette durée de toutes les dettes que vous avez. Ce qui veut dire, à condition que ce soit commercial, hein. Donc, ce qui veut dire que vous allez être tranquille, parce que pendant ce temps-là, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde entraîne une suspension de toute créance antérieure et postérieure au jugement, c'est ce que c'était pour le mandat ad hoc identique, l'interruption des intérêts légaux et conventionnels en attendant, donc après ça reprendra, hein, bien sûr. C'est pas du tout un coup d'éponge qui efface tout. Pourtant, je vais vous raconter après, mais c'est ce qui arrive souvent. L'interruption des intérêts de retard et des majorations, quand vous êtes à l'URSSAF, ils savent faire les majorations. Vous avez une dette de 5 000 euros, mais comme vous ne pouvez pas payer, vous mettez des majorations. Au bout d'un an, vous êtes à 10 000, sans parler des cotisations qui sont rajoutées. Rien que les majorations, parce qu'ils font des majorations d'office. Ah oui, d'accord. Bah oui, les impôts, c'est pareil, hein. La suspension des actions en justice des créanciers à l'encontre des entreprises en difficulté. C'est-à-dire que il y en a qui vous a mis à l'huissier, tac, ça stoppe. On reparlera de ça à la fin du plan de sauvegarde. Donc c'est quand même important si les gens comprennent ça, si les gens, je ne sais pas comment le dire parce que je ne veux pas violenter les gens, mais sincèrement, je suis de l'intérieur et je peux en parler. Et puis si ça ne va pas, donc si le plan de sauvegarde on n'y arrive pas, évidemment on va arriver donc dans le redressement judiciaire. Mais le redressement judiciaire, moi je vois des gens qui y arrivent. Au bout de 10 ans, ils arrivent à payer, à assumer leur plan de redressement. Et on éteint tout à la fin. Ah oui. C'est fabuleux, c'est des gens qui sont courageux parce que, vous savez, quand vous avez déjà vos dettes, vous avez votre activité et puis qu'il faut payer le redressement, c'est lourd. C'est sûr. Et puis après, malheureusement, si vous voulez, alors il y a toute une procédure, là je ne veux pas en parler maintenant, mais et puis après on se retrouve à la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, c'est dramatique parce que vous voyez votre maison qui s'en va, vous voyez pas votre maison, mais vous voyez votre entreprise qui s'éteint. Vous avez bossé 20 ans pour cela et il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien d'un seul coup. Donc c'est dramatique. Moi, je peux vous dire, des gars très forts qui pleuraient à chaudes larmes. C'était dramatique. Alors on les aide et heureusement qu'on les comprend. Moi, il m'est arrivé d'avoir eu des lettres de remerciant le tribunal de nous avoir compris, d'avoir été empathique, quoi. Ça a été, donc c'est important ça.
Et la liquidation, c'est pas le drame. Parce que après, on peut rebondir. Il faut pas s'arrêter là. Surtout que les gens ne perdent pas pied, parce qu'on peut rebondir après. Et c'est vrai. toujours bon, il y en a qui ont moins de résilience que d'autres, mais on peut rebondir. Voilà. Et il y a aussi au sein d'un tribunal, il y a des organismes qui aident psychologiquement les gens qui sont en difficulté. Donc, il Oui, il y a faut aussi pas des possibilités hésiter. de financement, ce qui est d'ailleurs la Oui, partie suivante. il y a aussi effectivement les options de financement, mais le financement, si vous voulez, vous allez aller chercher avec votre comptable. C'est pour Bien ça sûr. il faut pas se. Alors, on parle de ça, mais après, quand vous êtes en redressement, vous avez le mandataire, vous êtes dans les mains du mandataire judiciaire, c'est plus la même chose parce que le mandataire judiciaire, il n'a pas de complaisance envers vous. Et puis, en liquidation, vous avez l'administrateur, vous avez le mandataire, vous avez le commissaire-priseur. Ah, le commissaire-priseur. Donc, ceux-là, ils ont pas de complaisance. Hein, ils estiment que vous Ah, c'est devez clair. ça. Et puis, c'est leur gagne-pain, eux. Faut pas l'oublier. Donc, voilà, en option de financement, donc il y a les aides de l'État, les prêts bancaires, caution, ligne de crédit. Il y a aussi les assurances, Yves, dont on n'a pas parlé. Peut-être que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur tout ça. Oui, l'important, c'est d'être. Alors, ça, on sort un petit peu du cadre juridique où on était tout de suite. Oui, Mais les assurances, c'est très important. Parce que, à savoir que l'hôtelier est toujours responsable de tout. Il est toujours responsable de tout. Bon, moi, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup d'incidents, j'ai eu des incendies, j'ai eu des tas de choses, et puis jusqu'à des personnes qui disparaissent ou par accident. Donc, je connais bien les problèmes et le patron, le chef de l'entreprise est toujours responsable. Et s'il y a de la ouais, prison à faire parce qu'il y a une faute ou parce qu'il y a eu un employé qui a fait une faute, c'est lui qui va en prison. C'est personne c'est d'autre. clair. L'assurance ne pourra pas y aller. Mais pour tout le reste, les assurances peuvent vous aider. Donc il ne faut jamais évacuer une prime d'assurance, il ne faut jamais lésiner sur une prime d'assurance. Mais par contre, il faut tous les 3 ans, il faut refaire un audit de l'assurance, Mm. refaire faire Une mise à jour, quoi. des Mm. mises à jour et puis des devis chez les autres assureurs. Parce que vous avez une assurance, bon, vous avez eu un petit pépin, donc il va vous faire un avenant. Un deuxième pépin, fait un autre avenant. Votre assurance, elle double en 3 ans. Bien sûr. Alors que si vous allez en voir un autre, il va redémarrer à zéro. Ce n'est pas des Mm. avenants qui se sont rajoutés. Vous comprenez? Donc Non, mais c'est l'assurance sûr. sera 9 fois moins cher. C'est, je pense, ce qui est le plus important que je puisse dire là pour l'instant. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des plans d'action hein, à construire à court terme. Du coup, Yves, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment construire un plan d'action court terme pertinent? Pour faire un plan d'action à court terme pertinent, il faut déjà avoir une bonne analyse de la situation. Soit on est capable d'analyser notre propre activité, soit on n'est pas capable, et à ce moment on se fait aider. Il existe beaucoup de personnes qui sont capables de vous aider à analyser votre situation. À court terme, vous pouvez avoir des petits objectifs, mais il faut avoir Bien déjà sûr. un objectif à long terme pour savoir où vous allez aller. Hein. Vous savez que si on n'a pas d'objectif, c'est comme si on était un petit bateau sur la mer, C'est vrai. sans boussole, on tournera en rond. Donc, il est nécessaire d'avoir Des axes d'amélioration de nombreux planifiés. objectifs. Et Ouais. puis les améliorations, et il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur. C'est le problème un petit peu, moi je le rencontre je suis dans une région de montagne, donc il y a beaucoup d'hôtelleries de montagne de petits hôteliers, enfin petits hôteliers, il n'y a pas de petits hôteliers et de grands hôteliers, mais Oui, mais on s'entend. des petits établissements, et ces personnes-là restent campées sur leur position. Il faut qu'on passe, et vous l'avez bien dit, et Amenities en est un exemple, ce sont des outils qui nous aident à avancer. C'est Et il vrai. ne faut pas avoir peur de travailler avec cette technologie nouvelle, même si on est un peu vieux, si on est... Bon, il faut se remettre en question. Il faut faire preuve d'humilité. Un C'est vrai. hôtelier doit faire preuve d'humilité et doit s'adapter à tout. Et nous avons des jeunes actuellement, sincèrement, c'est pas parce que j'étais enseignant que je dis ça, mais des jeunes qui sont brillants. Et les jeunes sont plus brillants que nous parce qu'ils évoluent, ils savent,
ils ont un autre mode de fonctionnement qu'une personne. C'est différent. Donc, moi, c'est général, mais la seule solution que je pourrais donner à tous ces hôteliers, c'est de faire confiance aux jeunes. Je pense faire confiance aux jeunes. Et puis, c'est aussi, en même temps, de prendre quelqu'un et de les former. Il existe énormément de solutions de formation dans tous les métiers, mais principalement en hôtellerie. Et en hôtellerie, l'hôtelier ne veut pas se servir de la formation. Or, il paye une cotisation annuelle, ou plus, assez importante. C'est une charge. S'il fait former son personnel, c'est un investissement. C'est plus une charge. Donc, il dit qu'il paye beaucoup de charges. C'est pas vrai. Il peut diminuer ses charges en faisant former son personnel. C'est vrai. Non, vous avez raison. Eh bien, on va passer à notre moment préféré, qui est le moment du cadeau, pour le coup. Alors non, c'est pas pour vous, Yves. Vous faites gagner. Mais vous pouvez revenir pour une prochaine émission. Le moment du cadeau. Donc, nous avons décidé, eh bien, cette semaine avec Yves, de vous offrir une journée d'audit pour l'exploitation, la gestion, l'accessibilité ou les risques professionnels. Donc, vous l'avez compris, c'est Yves, le professionnel en la matière. Chacun son métier. Amenities, c'est les outils. Pour tout ça, c'est Yves qui sera le plus à même de vous aider. Donc, pour gagner justement cette journée d'audit, c'est extrêmement simple. Vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, vous likez la vidéo et vous laissez un petit commentaire. Dans le commentaire, vous pouvez dire que vous participez à ce jeu concours ou tout simplement nous dire comment vous allez, comment vous avez trouvé cette émission, etc. Ça, c'est le premier cadeau en tirage au sort. Et le deuxième, on vous a établi un guide, grâce à Yves également, donc 8 imprévus fréquents et comment les régler. Et donc, pour avoir cette documentation, même principe, sauf que ça, c'est une documentation que nous allons offrir à toute notre communauté Amenities. La documentation dont vous voyez la page de couverture. Yves, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, j'ai été ravie de vous recevoir, en tout cas. J'avoue, j'ai été ravi de parler avec vous, et puis parler à tous vos adhérents. On est une communauté sympa, ça c'est sûr. À toute votre communauté, j'étais ravi de leur parler. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose pour ce qui concerne le cadeau. Je ne mets pas en cause le cadeau. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis excentré, je suis dans une situation géographique complètement à l'autre bout de la France. Et si vous voulez, sur tout le sud-est, je me déplacerai, je passerai une journée. Pour le reste, on risque de le faire en virtuel. Oui, bien sûr. Avec le Covid, on a tous un peu l'habitude de faire ça. On risque de le faire en virtuel parce que c'est uniquement une question de temps. Bien sûr, c'est normal. Voilà, mais j'accorde une journée à tout. C'est extrêmement gentil, Yves. C'est très généreux de votre part et je suis sûre que notre communauté y sera vraiment très sensible. Merci d'avoir été avec nous. C'était Emmanuel, et bonne journée. Eh bien oui, bonne journée à tous et surtout vous qui êtes chez vous, prenez soin de vous, c'est le plus important et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.